Clubic.com présente, en partenariat avec mo5.com, Antiquitech, l'émission qui ravive la mémoire en Technicolor. « 120 000 ordinateurs de plus dans les écoles avant la prochaine rentrée. Il y en a actuellement 40 000. C'est le plan lancé cet après-midi par le Premier ministre Laurent Fabius. Un plan de 2 milliards de francs pour initier petits et grands au mystère de l'ordinateur. Reste à savoir si l'intendant suivra. Bonjour, en janvier 1985, Laurent Fabius, qui est alors Premier ministre, lance le plan Informatique pour tous. Le but, équiper toutes les écoles françaises de salles informatiques. Après un appel d'offres critiqué, c'est finalement une entreprise nationalisée en difficulté qui est retenue. La décision est prise, le Thomson MO5, lancé un an plus tôt, servira d'outil d'initiation à la micro-informatique. À quoi ressemblait le premier ordinateur pédagogique de l'éducation nationale? Qu'était-il capable de faire? C'est ce que nous verrons en détail avec notre Thomsoniste Fabrice Siravo. Eh bien Fabrice, bonjour. Alors tu nous as ramené beaucoup d'appareils ici. Oui, effectivement, parce qu'avec le MO5 est sorti tout un tas de périphériques dans le but de vendre, mais aussi dans le but de promouvoir l'informatique dans les établissements scolaires. D'accord, alors première question que j'ai envie de te poser, il ressemblait à quoi le fameux MO5 qui a débarqué dans les écoles à cette époque? C'est une machine assez basique en fait. Ok. Nous avons un clavier AZERTY, clavier français. D'accord. Composé de touches dites gomme, donc de qualité assez médiocre, assez douteuse. C'est du... Juste du caoutchouc quoi en fait. Oui, voilà, ça va bien pour les doigts des enfants, mais pour une secrétaire, c'est inutilisable. Voilà, d'accord. Voilà. Il ne faut pas dactylographier là-dessus, c'est pas possible. Au bout de 5 minutes, on pique une crise de nerfs. On a un port cartouche qui permettait de recevoir différentes petites extensions mémoire. Ça en détail. Voilà, en l'ouvrant, en fait, c'est juste une trappe, un petit peu pour ceux qui ont l'habitude des Nintendo. Voilà, c'est un petit connecteur de Comme ce une console, quoi. Comme une console. Tu as retrouvé ça, ok. Voilà. Alors sur l'arrière, est-ce que tu avais des connectiques différenciantes particulières? Alors, il avait l'avantage d'avoir une vraie prise Péritel soudée. Ok, d'accord. Donc là, tu branches ça directement sur une télé lambda. D'ailleurs, on verra ça en seconde partie d'émission. Et un bus d'extension. En fait, c'est juste un connecteur de la carte mère qui ressort, qui permet de brancher différents accessoires. Différents accessoires, mais un seul à la fois, du coup. Et alors, les prises que tu avais sur la tranche, là, c'était quoi? Les espèces de gros DIN Alors, le MO5 fait suite au TO7 qui était vendu d'origine avec un stylo optique. Donc, ils se sont dit, on va quand même laisser le stylo optique, mais en option. Donc voilà, le stylo optique se branchait ici. Alors donc, justement, la transition est toute trouvée puisque finalement, un des accessoires les plus emblématiques de cet appareil, ça reste quand même le stylo optique. Alors tu peux nous montrer un petit peu à quoi il ressemblait? Voilà, c'est un accessoire assez simple avec une cellule. D'accord. Et donc là, périphérique de pointage sur l'écran. Sur une télé cathodique. Voilà, ça. Ok, donc là, tu n'avais pas besoin d'écran tactile avec ça, c'était déjà tout fonctionnel avec... C'est pas aussi bien, mais ça fonctionne et donc ça fait la gloire des certains logiciels de dessin à l'époque. Ok. Alors, comme autre accessoire, qu'est-ce qu'il y a de sympa là en fait? Alors, bien évidemment, le lecteur de masse, lecteur de cassette, avec lequel on pouvait lancer des programmes, principalement des jeux, puisque c'est ce qui a servi le plus. Donc ça ressemble à un lecteur de cassette de musique en fait, mais sauf que c'est incompatible. On pouvait pas. C'est le même principe de fonctionnement, mais on ne pouvait pas brancher un lecteur audio standard là-dessus. Donc cassette audio, cassette au format audio avec des jolis petits temps de chargement pour tes jeux. Voilà, tout simplement. Un temps de chargement moyen de 5 minutes par jeu. Alors une cartouche aussi une cartouche, voilà, donc une cartouche un logiciel de dessin justement, donc qui venait se brancher ici. Voilà, dans le slot qu'on a vu tout à l'heure, ok. Tout simplement. Donc là, le chargement est immédiat et on accède tout de suite au programme désiré. Ça marche. Et j'ai vu que tu étais venu aussi avec un robot aspirateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, on l'appelait la Tortue de Gelin, c'est le premier modèle. Biodesign, on voit une belle cloche ronde. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Alors c'était réservé à l'éducation nationale en fait. Ça permettait avec le langage logo, une fois branché à l'ordinateur, on l'a posé au sol, on posait des feuilles de papier et ici on venait insérer un stylo. D'accord.
Avec les ordres qu'on lui donnait, elle traçait des dessins au sol, ça amusait les enfants. C'était le but de montrer qu'on pouvait piloter un engin avec un ordinateur et rendre attrayant l'utilisation du BASIC. Intéressant, mais alors donc ça c'était vraiment officiel Thomson, c'est pas quelqu'un qui avait fait, c'est pas une boîte. Non, c'est une boîte tierce. C'est une boîte tierce qui s'appelle Gelin, qui fait aussi qui faisait dans le médical et qui ont lancé toute une série de Tertus. Ils ont sorti 3 modèles différents. Celui-ci était le plus connu. Ok. Après là, c'est des extensions qui vont sur le slot arrière là qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, le MO5 pour les écoles justement avait été dédié au réseau. Donc on avait ce petit boîtier réseau où on mettait des machines les unes derrière les autres avec un PC relativement puissant pour faire ce type, pas tout à fait serveur, mais tête de pont, on appelait ça. Ok, alors ensuite on parlera aussi à un moment jeu vidéo, notamment dans les démos pratiques. Qu'est-ce que tu utilisais pour contrôler ton personnage dans le jeu, si toutefois il y en avait un? Donc, nous avons vu justement, lorsqu'on a montré l'extension de bus, qu'il n'y avait pas de prise joystick, alors qu'aujourd'hui c'est un accessoire indispensable. Tout à fait. Donc, on devait acheter en plus voilà, le petit module qui se branchait comme ça, et après un joystick que l'on est enfiché dans l'une des 2 prises rondes. D'accord. Voilà, un joystick. Et donc le joystick, voilà, ça ressemblait concrètement à ça. Voilà. Okay. Il y a eu 2 modèles différents, celui-ci était le premier. Très bien, ok. Alors là, est-ce qu'on a fait le tour de tous les accessoires de la machine principale? Non, il y avait autre chose que tu voulais me montrer, je crois une machine un peu plus imposante. En fait, c'est cette machine-là, mais avec une extension. Tout à fait. Donc, pour gagner un peu de temps, c'est pas bien long, mais il y a juste un petit câble à passer. On reconnaît le MO5. D'accord, sur la partie avant. Sur la partie avant. Exactement le même que celui-là. Celui-là, oui, en fait, il est juste clipsé. Ok. Voilà. Et là, on avait un lecteur dit QDD, c'était un lecteur de disquette. Alors là, c'est très intéressant, dis-moi. Un lecteur de disquette un peu particulier. Il a été très peu utilisé dans l'industrie de la micro-informatique. On le retrouvait un petit peu chez Nintendo, MSX. Mais c'est un lecteur de disquette 2 pouces 8. Oui, mais qui n'a pas la forme, pas tout à fait la forme des disquettes telles qu'on les connaît. J'ai ramené une disquette habituelle pour montrer la différence. Voilà. Donc ça reste un disque magnétique souple dans un support semi-rigide. Tu peux les mettre juste une à côté de l'autre quasiment. Voilà, qu'on voit bien. Voilà, ah oui, elle est un poil plus petite, quoi, effectivement. Et là, tu n'as pas là, nous avons du 3 pouces et demi, là, on a du pouce 8. Ok, ça marche. Voilà. Très bien, donc on a fait un petit peu le tour de l'appareil, enfin en tout cas sur le plan physique, à quoi il ressemblait, quels étaient les connectiques, ses accessoires. Et maintenant, je vous propose de découvrir vraiment en pratique comment ça fonctionnait et ce que c'était capable de faire. Allez, maintenant on est parti pour la démo pratique avec le blockbuster du MO5. Oui. On peut le dire? Oui, tout à fait. Ok. Donc là, je précise, ça fait quand même 5 minutes qu'on charge le jeu. Hein, donc on vous a fait gagner un peu de temps. Écoute, ma foi, c'est parti. Alors, donc ce jeu, c'est le meilleur jeu d'action sur la machine Thomson MO5. C'est le 5e axe. Avec des sons digitalisés, un scrolling horizontal. Ne serait-ce que quelques mois avant qu'il sorte, tout le monde aurait dit que c'était impossible de faire un jeu de cette qualité sur ce type de machine. D'accord. Voilà. Donc je lance le jeu. Il est reparti pour un chargement. Et là, on peut apprécier le son de la porteuse qui envoie les données vers l'ordinateur. Donc là, on a l'impression d'entendre un vieux modem 56K de l'époque. Voilà, donc là, ça a été coupé, mais ce son dure tout le temps du chargement, c'est-à-dire au moins 5 minutes. Ok, on va rebaisser ce son magnifique là. Et là, pourtant, on sort à peine donc, de 5 minutes de chargement et on retombe là-dessus, quoi. Oui. Ok, donc c'était on a eu un petit texte qui présentait une histoire, histoire de faire patienter le chargement suivant. D'accord, voilà. Ok, donc faut pas être fumeur, boire trop de café, choses comme ça. Mais la longueur d'un chargement était en général gage de qualité du jeu. Ça a été le gros problème des MO5, ils ont un basique très simple d'accès qui était fait pour l'apprentissage. Donc beaucoup de gens ont développé des entre guillemets jeux en basique qui étaient courts à charger mais qui étaient d'une qualité déplorable pour la plupart du temps. Ok, donc on se retrouve dès que c'est chargé. Alors ça y est, le chargement est terminé, parce que, rappel, là, on est sur une cassette, hein, on n'est pas sur une cartouche, sans quoi ça aurait été quasi immédiat. Alors voilà, tu peux nous présenter donc ce blockbuster intégral de Thomson? Voilà, donc le jeu, le 5e axe de Auriciel vient d'être lancé. Enfin, au bout de plus de 5 minutes de chargement, c'était pas évident. Ouais. J'ai plus qu'à appuyer sur la touche 1 pour commencer la partie. Et là, on est reparti pour 5 minutes de chargement? Non, là, on va rentrer dans le plaisir.
Donc là, on voit un graphisme quand même assez fin parce que l'ordinateur avait une résolution de 320 par 200, ce qui n'était pas forcément très courant à l'époque, en 8 couleurs. Donc là, on a un petit personnage, on voit quand même que c'est quand même bien joli. C'est quand même assez fluide. On a quelques petits défauts, mais bon, c'est une machine 8 bits, hein, à 1 MHz, donc c'est déjà pas mal. Le personnage peut sauter, donner des coups de poing, se battre. Il est quand même assez rapide, il ramasse des petits objets. L'animation est chouette. Voilà. Donc là, il y a des trous, il tombe, voilà, il doit... Voilà. Et là, on a des ascenseurs. Voilà. Et il va bastonner les petits monstres. Voilà. Voilà, je viens d'en détruire un. Et le but est de ramasser un maximum d'objets, dont certains qu'il faut assembler pour passer au niveau suivant. Voilà. Donc on peut monter de plus en plus haut. Voilà. Et il y a encore un autre jeu emblématique dont tu voulais nous parler. Il s'agit de l'Aigle d'Or, un des plus beaux jeux d'aventure de l'époque, qui faisait frissonner les gamins. En fait, on se rendra compte que c'est bien vide, mais c'était tellement peu commun. Alors par contre là c'est toujours sur format cassette, donc ça va charger pendant un petit moment, on se retrouve dans quelques instants. Chargement terminé, voici l'Aigle d'Or. Donc nous avons un château de 64 pièces à explorer par un valeureux explorateur. Donc on se déplace tout au clavier avec quelques petites commandes de base. Voilà, on voit les décors s'afficher. Donc voilà, on a 64 pièces à explorer avec un seul ennemi, un fantôme en fin de jeu. Et les gens ont passé des heures à explorer ce château, à essayer de trouver des passages secrets. Il y en avait ? Il y en avait un, on l'a passé tout à l'heure, et c'était dans une cheminée. Ok. Voilà, il faut trouver, voilà. Donc là, tu peux rentrer dedans ? Là, ouais, je me suis pris le mur, parce qu'il y a une petite mémoire tampon quand on reste appuyé sur les touches. Il ne faut pas que j'appuie trop longtemps. Donc là, l'animation, c'est pas comme le jeu qu'on a vu précédemment, c'est quand même limité à sa plus simple expression. Oui, c'est voilà, on se déplace en fait d'un bloc à chaque fois, que c'est pas très... Et là, tu as de la recherche, enfin tu dois collecter des objets. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelait un jeu d'aventure à l'époque, le Final Fantasy de 1985, où on se balade, on doit résoudre des petites quêtes et pour sortir et trouver le trésor du château. Très bien. Voilà. Donc là, on a vu le principal. En fait, c'est comme ça tout au long du jeu. Voilà, tous les tableaux dont tu nous as parlé. Ici, on a 3 petits pixels. En fait, si je me souviens bien, c'est un piège. On va tomber dans un trou. Voilà, c'est... Ok. Voilà, et on est... Voilà. Et là, tu es mort et tu recommences toutes tes pièces depuis le début. Tout à fait, voilà. Donc, ok. Voilà. Alors, là... Les deux précédents jeux, c'était donc sur cassette, voilà. comme une cassette audio. Les chargements étaient assez longs, mais on pouvait trouver également des jeux cartouches. Alors, c'était beaucoup plus rare. Mais effectivement, il y avait des jeux comme ce Shoplifter, qui est assez connu d'ailleurs, pas mal en borne d'arcade. C'est un jeu de chez Sega à l'origine, qui était en cartouche. Donc voilà, ça c'est la cartouche de jeu. Okay. Il suffit juste d'éteindre la machine. Parce que, voilà. On insère la cartouche, on allume, et là le jeu est chargé. Ah, immédiatement. Donc là, gros progrès par rapport à la cassette. Hein. Et c'était beaucoup plus cher, du coup, on imagine. C'était 50% du prix en plus. 50% voilà. du prix À l'époque, on était dans du 200 francs à peu près pour un jeu en cassette. Okay. Il fallait compter facilement 300 francs pour un jeu en cartouche. Voilà. Et ils étaient assez peu nombreux. Ouais. Et là, dans le tout premier jeu que tu nous as montré, il y avait une musique de fond. Par contre, dans les deux suivants, il n'y en a quasiment pas. C'est que la machine est assez limitée. Elle a énormément de mal à faire de l'animation et du jeu en même temps. C'est pour ça que le 5e axe, quand ils ont sorti ces sons, et à la fois digitalisés et de qualité, c'était une révolution pour cette machine. Voilà. Mais sinon, dans tous les jeux, tu as juste 2-3 sons. Oui, c'est 2-3 sons. 2-3 bips, quoi. Mais là, on n'a pas baissé le volume au maximum. C'est les sons du jeu qu'on entend là. Tout à fait, voilà. C'est ça. C'est le jeu, c'est tout le temps comme ça. Voilà. Là, on va avoir un petit bip en plus parce qu'on va récupérer des petits bonhommes. Voilà, mais c'est très limité. Ça s'arrête là, quoi. C'est les seuls sons du jeu. Voilà pour Shoplifter. Maintenant, on va parler du logo, un langage de programmation destiné à l'éducation nationale qui était fait pour donner envie aux enfants de programmer. Là, on va pas vraiment pouvoir faire de démo concrète. Hein. Concrètement, on va juste regarder la boîte. Ce serait trop long. Voilà, le logo, ça se présentait comme ça, une jolie boîte qui pouvait donner envie, un peu poétique, avec une petite cartouche pour avoir un chargement immédiat et sans avoir les problèmes de fragilité d'un média cassette. Voilà, donc le langage de programmation en français qui te permettait de faire des petits dessins à l'écran en déplaçant la tortue qu'on voit sur... C'est vraiment plus pour donner envie d'apprendre que pour apprendre vraiment un langage de programmation.
Et c'est ça qui permettait de contrôler l'espèce d'énorme coupole qu'on a vue Tout là à fait, plus une plexiglas. interface, voilà, c'était une extension pour rendre encore plus physique la chose. Ok, ensuite, donc on passe au crayon optique quand même. Donc oui, ce un serait accessoire dommage emblématique. parce que, voilà, Thomson depuis son premier prototype a bâti ses machines autour des crayons optiques, même si c'était devenu une option sur le MO5. Et on a eu 2 logiciels de dessin, dont Pictor, qui est toujours au format cartouche. Une espèce d'ancêtre de Paint. Oui, tout à fait, voilà, qui exploite entièrement le crayon optique. Alors voilà ce qu'on avait avant le tactile, on va vous montrer ça tout de suite en pratique. Donc, voilà. On va revoir le chargement immédiat de la cartouche et ses avantages. Ça c'est quand même vraiment bien pratique par rapport à la cassette qui met 15 ans. Voilà, j'introduis la cartouche, j'allume la machine. Et bing, ça y est, on est directement disponible dans l'interface du programme. Donc voilà l'accessoire, le fameux crayon optique. Voilà. Donc en fait, il est actif à partir du moment où j'appuie sur l'écran. Il y a un petit, on ne le voit pas bien, mais ici on a un petit un interrupteur en plastique, voilà, pour l'activer. Ici, on a des menus comme n'importe quel logiciel de dessin. Voilà, j'ai fait un rectangle plein, donc ça, on le voit, il s'affiche tout doucement. Hein, ça se remplit progressivement parce que la machine n'est pas assez puissante pour instantanément te faire un rectangle plein. Voilà, là on le voit et ça s'affiche ligne par ligne. Donc là, il faut être bien patient quand même quand on dessine avec ce genre d'application sur cette machine. Voilà. Donc oui, puisque comme je l'avais dit tout à l'heure, cette machine est limitée à 1 MHz. Voilà. Le processeur était un 16809E, qui est un processeur assez puissant pour l'époque, mais il devait tout faire tout seul et ça le ralentissait. Donc là, tu as rempli tout ce qui n'est pas ce carré-là, c'est ça? Donc ça va se remplir là, après ça va peut-être continuer ici à un moment. Voilà, et là il va reprendre là-haut. Ouais. Et après, il re-remplira ça? J'espère que non, parce que j'ai appuyé plusieurs fois, donc du coup j'ai peur d'avoir appuyé aussi à droite. Waouh. Voilà. Donc voilà, dès que tu fais une forme pleine, là, il faut jouer de patience. Ouais. Très bien, on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir et maintenant on va conclure. Voilà, on a vu beaucoup de choses sur cette MO5. Alors Fabrice, en conclusion, qu'est-ce qui fait que cette machine a marqué son temps selon toi et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elle a disparu finalement assez rapidement quoi, hein? Cette machine, effectivement, n'a vraiment été commercialisée que 2 ans. Ce qui l'a fait se répandre en France, uniquement en France d'ailleurs, c'est le plan informatique pour tous, qui l'a mis dans les écoles et de fait, il s'est retrouvé aussi à la maison puisque les parents voulaient acheter la même machine que celle qu'utilisaient les enfants à l'école. C'est vraiment la seule raison. Il y avait de la grosse concurrence à l'époque, la machine n'était pas particulièrement puissante, elle était quand même assez robuste, mais elle n'a pas révolutionné technologiquement son temps. Et donc la fameuse appel d'offres, elle était controversée. Effectivement, donc beaucoup de gens ont dit c'était pour sauver Thomson d'une faillite et Thomson était nationalisé depuis peu, il faut le rappeler. Donc effectivement, c'était une subvention déguisée d'une entreprise française. C'est ce qu'on peut dire clairement, tu penses? Oui, c'est ce qu'on peut dire clairement, parce qu'il y avait d'autres concurrents, la plupart étaient quand même beaucoup plus chers, mais ils apportaient autre chose en termes de technologie. Les Thomson, le MO5 était une machine d'un autre temps, qui est sortie en 84, à l'époque où commençaient à arriver des machines 16 bits, en tout cas, ou au moins dans les cartons, donc commercialiser une machine comme ça, à cette époque-là, c'était clairement... Pour être vendu, pour faire rentrer de l'argent frais chez Thomson et pour avoir dans le cadre du plan informatique pour tous. Très bien. Fabrice, merci pour toutes ces informations et merci pour avoir ramené aussi ton propre matériel ici, parce que tout ça, ça vient de chez toi. Et juste en petit bonus, tu vas nous montrer la machine Michel Platini. Voilà, c'était l'un des derniers Thomson vendus, donc il était... dans un petit sac de type glaciaire, avec le portrait de Michel Platini. C'est très smart quand même. C'est très smart. Voilà, la machine était toute blanche, donc on retrouve vraiment le MO5 que l'on connaît, avec le port cartouche, le clavier, cette fois-ci mécanique. Voilà, c'était autre chose. Et il était vendu donc prêt à l'emploi avec un lecteur de cassette, des poignées de jeu, une alimentation et des jeux. Donc on avait numéro 10 avec Michel Platini en short. Alors donc voilà, jeu de foot pour Michel Platini, ça fait sens. Par contre, et Michel Platini qui fait du tennis. Voilà, Michel Platini, super tennis. Voilà. Apparemment, Yannick Noah ne devait pas être disponible. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte et on se donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle machine qui a marqué son temps ou pas. Depuis la rentrée scolaire 85, le plan informatique pour tous met en place des ordinateurs dans les écoles. Apprendre l'informatique à nos enfants, c'est les préparer aux emplois de demain. Pour nous, la France avance.